Bonjour, c'est Denis de la Permaferme du Ponceret. Nous sommes ici dans notre verger de poiriers qui a été planté il y a 2 ans. Il compte une centaine d'arbres, dont 2 seulement n'ont pas repris. On va les remplacer aujourd'hui pour vous expliquer comment on a procédé pour la plantation. Donc les différents points qu'on va aborder, c'est le choix de la variété, la protection, la plantation et la gestion de l'herbe, donc la tonte autour des arbres. Donc voilà, comment est-ce qu'on sait que ça n'a pas repris? La première chose, c'est qu'il n'y a pas de bourgeons. Normalement, même en hiver, on voit déjà les bourgeons l'année prochaine. Ici, on voit que l'écorce est partie, on voit même des champignons en train d'attacher. Quand on casse, c'est très cassant. Si on veut comparer avec un arbre qui a repris correctement, donc voilà, ici, on voit clairement les bourgeons qui sont là, l'écorce qui est bien là pour défendre. Et si on essaye de le casser, ben, on voit qu'on sent qu'il est flexible, qu'il ne casse pas comme une allumette. Donc le choix de la variété, c'est super important pour le climat et pour le sol. Donc ça, il faut vraiment vous renseigner près de votre pépiniériste. Donc ici, nous, on est sur typiquement des variétés tardives. Donc ce sont des variétés qui sont produites localement. Et tardives, ça veut dire qu'ils vont venir en fleurs tard dans la saison. Parce qu'on est en Ardennes, on risque des gelées très tardives. Et donc il ne faut pas que l'arbre commence à fleurir trop tôt. Le gel tue la fleur et alors du coup, il n'y a pas de fruits. Donc ça va faire vraiment attention. Vous allez peut-être voir des variétés de pommes, de poires que vous connaissez. Vous aurez envie de planter celle-là, mais voilà, c'est pas parce que vous les connaissez qu'elles sont adaptées à votre climat. Méfiez-vous, demandez conseil à votre pépiniériste. L'objectif de ces vidéos, c'est de tenir la promesse que j'ai faite à mes enfants, de leur laisser une terre qui est en meilleur état que celle dont j'ai hérité. Et ça, c'est un peu ambitieux à dire pour le moment quand on voit toutes les COP et tout ça qui ne donnent aucun résultat. Mais quand on est dans la terre, quand on regarde les techniques de permaculture, d'agroécologie, tout ça est techniquement faisable. Il n'y a pas de problème technique. Le problème, il vient de la diffusion et de la mise en œuvre à grande échelle de cette approche. Mais voilà, à notre échelle, on voudrait pouvoir partager un peu ces techniques et cet optimisme. Donc voilà, n'hésitez pas à les partager, ça aidera beaucoup. Et reprenons la plantation de poiriers. Le trou, on va faire un trou d'à peu près 80 cm sur 80, en descendant au moins à 30-40 cm et en amoblissant encore le sol en dessous. Et ici, on va déplanter l'arbre qui est déjà là. Et voilà, c'est parti. Un peu de sport. Je vais faire 3 bêches sur 3 bêches. Ici, on arrive au grillage en fait. Donc là, on est en train d'embêter un ver de terre, 2 vers de terre. Allez les gars, allez, hop, on les met un peu plus loin. Et ici, voilà, on retrouve le grillage de protection. Une fois qu'on a atteint la profondeur qu'on voulait dans le sol, on va arrêter de retirer l'herbe, mais on va quand même assouplir le sol. Donc ça veut dire qu'on ne va plus retirer la terre, mais on va quand même casser un peu, la rendre plus souple pour que les racines puissent quand même aller s'y installer un peu plus facilement. Et on regarde, même ici à 40 cm, on a encore des copains vers de terre qui travaillent. Donc ici c'est intéressant, parce que c'est un truc qu'on ne remarque jamais d'habitude, mais la protection contre les mulots via un grillage, on prend toujours le grillage le plus fin. Donc c'est du galvanisé, mais c'est très fin. Le but, c'est qu'après 2-3 ans, il commence à s'oxyder et à se casser pour ne pas endommager les racines. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre du grillage trop costaud ou enrobé dans du plastique, parce que lui, il ne va pas se dégrader. Son rôle, lui, de protection, il est vraiment là pour 2-3 ans, pas plus. Maintenant, allons faire du grillage. Pour la protection, on va utiliser ce type de grillage. Donc, un grillage pas très épais qui va pouvoir se dégrader avec le temps. Donc, qui va protéger les quelques premières années contre les rongeurs et qui ne va pas empêcher les racines de se déployer après. Donc, c'est un 100. On va simplement faire couper un carré de 100 sur 100. Deux protections contre les mulots, contre le vent. Les deux sont indispensables, sauf s'il n'y a pas de mulot dans votre coin ou pas de vent. Mais non, franchement, il faut toujours en mettre. Donc ce qu'on va faire, c'est on va retirer le piquet et on va installer la grille. Alors la grille, c'est super important, mais c'est aussi ce qui peut prendre beaucoup de temps. On s'est déjà amusé à faire de la dentelle pratiquement avec les grilles pour faire des jolis cubes, etc. Bon, c'est formidable, mais voilà, il y a aussi cette notion de temps qu'on n'a pas nécessairement à passer. Donc ici, on va simplement essayer de mettre le grillage dans le fond du trou. On va venir mettre le piquet à travers le grillage. Ici, c'est un très beau piquet en châtaignier, donc imputrescible, mais bon, quand on est en sol vivant, c'est quelque chose de relatif. Et alors, on va quand même lui faire un petit passage pour réussir à glisser à travers la grille. Savoir que les mulots, ils attaquent principalement par le dessus. Enfin, ils attaquent par le dessus. Donc, avoir un trou comme ça, de toute façon, il va être plein par le piquet, mais c'est pas vraiment un problème. Et alors, on va pas le mettre n'importe où, le piquet. On va le mettre dans la direction des vents dominants. Donc, c'est-à-dire que nous, le vent dominant, il vient de là. Donc là, il va servir de protection contre ces vents. Donc, comme celui-ci doit empêcher l'arbre de bouger et de résister au vent, il faut qu'il soit bien attaché. Donc, on va un peu l'enfoncer. Voilà. C'est un poteau de 2 mètres. Et donc, au final, il est facilement enterré de 50 cm dans le sol. Il faut que ce soit costaud.
Voilà, notre trou est fait, maintenant il est temps de venir chercher le biochar enrichi. Comment est-ce qu'on prépare du biochar enrichi? C'est simple, on met du biochar, ici on le mélange, dans ce cas-ci il y a du lisier de bovin, c'est-à-dire c'est le nom technique de pipi de vache. Ce qui se passe en fait quand on fait ça, c'est que tous les engrais de ferme, donc qui sont pris dans les urines des vaches, va venir se stocker à l'intérieur du charbon, du biochar, pardon. Le jour où on a fait ça, il y avait une odeur totalement infernale d'ammoniac qui s'échappait. Ici, il n'y a pratiquement plus aucune odeur. L'azote, donc tout l'ammoniac et tout ça, est piégé à l'intérieur du biochar. Et ça, c'est une des caractéristiques géniales du biochar. On va mettre à disposition de la plante une quantité énorme d'engrais qui va être coincée. Et c'est seulement la plante, en allant avec ses racines chercher dans le biochar l'engrais qui l'intéresse au moment où elle en a besoin, qui va vraiment être mis à disposition. Il y a différentes choses positives avec le biochar. C'est sa capacité à la rétention d'eau. Il va pouvoir doubler, tripler la quantité d'eau qui va être stockée au pied de l'arbre. Donc quand on a des étés comme on a pour le moment qui sont hyper secs, c'est très intéressant de pouvoir ajouter l'équivalent de 20-30 litres d'eau de stockage en dessous de l'arbre en réserve. Donc le côté stockage d'engrais qui là va être à disposition de la plante pendant 2-3 ans, on ne sait pas un peu, ça dépend un peu de la vitesse à laquelle elle va venir chercher l'engrais. Comme on le met aussi en dessous, ça va pousser les racines à descendre. Ça c'est bien aussi pour avoir un bon enracinement et que les racines aient tendance à descendre plus profond pour aller chercher aussi de l'eau. Un avantage supplémentaire, c'est que le biochar, c'est plein de toutes petites fissures, plein de tout petits trous. Et ces petits trous, ils sont colonisés les différents micro-organismes du sol. Et les micro-organismes du sol, en fait, c'est le système digestif de la plante. Plus on va avoir des cavités, le nombre de micro-organismes va être important, plus la plante va avoir un système intestinal performant, si on veut. Et dans notre cas particulier, où on a un sol dur, argileux, le biochar, une fois qu'il va être mélangé, va empêcher la compaction de l'argile. Parce que comme c'est très poussiéreux, il y a plein de petites particules, ça empêche l'argile de durcir de trop et donc ça veut dire que c'est beaucoup plus facile pour les racines de commencer à se développer. L'ensemble de ces qualités du biochar va permettre simplement à l'arbre d'avoir un bon démarrage. Et les arbres, comme tous les êtres vivants, quand ça démarre bien, je veux dire, après ça se développe bien aussi. Allez, je termine de remplir. Petit point spécial dédicace aux gens qui ne disposent pas de vaches pour charger leur biochar. Alors si vous ne disposez pas de vaches, il se trouve que l'urine de vache n'est pas si différente de l'urine humaine. Donc ne faites pas ça sur votre balcon à la vue de vos voisins, hein, parce qu'ils vont causer, c'est sûr. Enfin bref, je ne vous ai rien dit, faites comme vous voulez. Alors, maintenant l'étape de plantation. Donc ici on est sur un arbre en racines nues. On regarde qu'il y a eu un beau travail à la pépinière parce que ça a été arraché et ils ont coupé les extrémités. Donc ça, s'ils ne l'avaient pas fait, je l'aurais fait. Les tailles sont nettes. Donc ça, c'est très bien, ça va cautériser correctement. Donc le but de cette manipulation, c'est de faire un chevelu racinaire, donc qui est beaucoup de petites racines qui se développent vraiment dans le premier périmètre pour la reprise. Beaucoup plus efficace. Par contre, on voit que les racines sont toutes alignées comme ça. Vous voyez, elles sont un peu en 2D comme ça. Là, c'est comme ça. Et puis là, c'est ça, clairement, ils ont très probablement utilisé un système d'irrigation goutte à goutte. Ce qui fait que la nourriture a été distribuée sur un axe. Et l'arbre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été mettre ses racines là où il y a de la nourriture, évidemment, hein, au plus facile. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des racines en 2D. Nous, c'est pas ce qu'on veut ici. On veut qu'ils prennent tout le volume disponible. Et nous, la nourriture, elle se trouve dans le biochar. Donc, on va mélanger le biochar avec la terre un peu partout autour de lui, histoire que les racines soient vraiment attirées dans toutes les directions et qu'ils soient le plus, profitent au mieux, je veux dire, en 3D du sol. Encore une chose à faire attention, c'est un arbre qui a été greffé. Donc ici, c'est le porte-greffe. Donc ça veut dire qu'ils ont planté un arbre dont le seul but est de fournir des racines à l'arbre fruitier. Et ici, ça c'est le fruitier en lui-même qui lui a été sélectionné pour donner les fruits. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de branche ici qui redémarre du porte-greffe parce qu'elles ne donneront pas de fruits. Ça, c'est l'endroit le plus fragile de l'arbre, la greffe. On va surtout pas la mettre sous terre. Donc ce qui fait que nous, on va mettre de la terre jusque là. Pourquoi il ne faut surtout pas enterrer la greffe? Parce que c'est un endroit de fragilité. C'est un endroit où il y a eu une grosse blessure et ce qui a été cautérisé. Mais c'est un endroit qui est le plus fragile. Donc si on le met sous terre, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'humidité toujours là. Et il y a les risques d'attaque de champignons. Et ça, c'est ce qu'il faut absolument éviter. Donc ça, on va essayer de garder ce collet-là bien aéré. Donc on va commencer par mélanger de la terre et le biochar en dessous. Puis on va poser l'arbre et on va continuer à revenir mettre la terre dessus. Et enfin, le redresser et venir attacher au piquet. Donc voilà, on va vraiment mélanger
pour qu'il y en ait partout. Ce qu'on remarque quand on déracine des arbres qui ont été mis comme ça dans une terre avec du biochar, c'est que systématiquement quand il y a un morceau de biochar, il y a une racine avec dessus. L'arbre, il cherche la nourriture facile et ici, bah voilà, il va à la facilité comme tous les êtres vivants au final. Et cette technique, on l'a pas du tout inventée. C'est une technique qui a été mise au point en Suède par des gens qui étaient chargés de la gestion des arbres de la ville de Stockholm. Ils avaient beaucoup de mal avec la reprise des arbres. Parce que planter des arbres en ville, voilà, c'est vraiment pas des bonnes conditions. Donc le sol est dur, le sol est sec, ils avaient énormément de pertes, donc ils plantaient les arbres l'année suivante, un sur deux, ils devaient leur recommencer et leur planter. Et alors ils ont fait différents tests avec du biochar, et maintenant ça leur permet d'avoir des taux de reprise qui sont exceptionnels. Et c'est eux qui ont vraiment mis au point cette technique. Et eux, ils le font à une échelle beaucoup plus grande. Voilà, on aurait mis la même quantité de lisier au pied de l'arbre que la quantité de lisier qui est ici prisonnière du biochar. L'arbre aurait crevé. Parce que c'est l'azote, quand c'est en trop grande quantité, comme c'est soluble dans l'eau, l'arbre en aurait pris une trop grosse dose d'un coup et on serait mort. C'est un peu comme si nous, on buvait 1 litre d'expresso en un coup. Voilà, le cœur va pas tenir, quoi. On creuse un peu, on place l'arbre comme ça pour pouvoir le redresser contre le piquet. Et puis maintenant, on va venir le recouvrir de terre. Le grillage est là pour qu'il y ait toute une zone de protection contre les mulots. Quand il creuse une galerie, s'il arrive sur le côté, ma foi, il tombe sur du grillage. Donc il ne va pas plus loin. Et il faut aussi essayer, ici au niveau du collet, qu'il n'arrive pas à rentrer. Parce que ça, c'est aussi un des gros risques, c'est qu'il arrive par la surface, il trouve le tronc. S'il a l'odeur, il détecte qu'il y a de la nourriture. Et là, il va essayer de descendre. C'est pour ça que c'est le collet, l'endroit le plus important à sécuriser. Voilà, on va dire que c'est correct. Allez, on termine de remplir le trou. Donc ici, on va remettre par exemple la végétation qui était en surface. On va la mettre la tête en bas, comme ça elle va se dégrader et ça va faire moins de compétition dans un premier temps, donc pour qu'il soit un peu seul à déployer des racines à cet endroit-là. On compacte un peu, reste la taille. C'est un peu comme un sapin de Noël. On va vouloir privilégier certaines branches plutôt que d'autres. Mais ici, on a déjà celle-là et celle-là qui font une bonne formation. On a la principale. Est-ce que celle-là peut donner quelque chose? Dans un premier temps, on va dire que oui. Celle-là derrière, elle ne donnera rien. On va pas garder de branches trop basses parce qu'il faut pouvoir garder de la facilité pour l'entretien du terrain. Et donc je coupe le plus proche possible du tronc pour que les cotérisations, voilà, ici par exemple tu vois, elle a cotérisé, les cotérisations soient les plus belles possibles. Bon, celui-là c'est bon. Maintenant on va attendre 3-4 ans avant qu'il rentre en fructification, mais il y aura encore de la taille, il y aura encore du travail dessus. Dernière étape pour que les plantes soient dans de bonnes conditions pour passer l'hiver et commencer à prendre racine, c'est broyer l'herbe, broyer toute la végétation au sol. Alors il y a plusieurs raisons. La première c'est déjà créer un espace qui est moins favorable pour les mulots. Donc en coupant l'herbe, ce qui se passe c'est que ça devient des zones de chasse pour les renards, les chats ou les éperviers. Et donc ça, voilà, c'est favorable à l'arbre. Une autre chose c'est qu'on va casser la dynamique de l'herbe. Donc on est content qu'elle soit là, qu'elle se développe parce que ça va obliger l'arbre à mettre ses racines plus en profondeur. Donc il souffrira moins facilement du manque d'eau en été, mais c'est quand même une très forte concurrence, parce que la graminée est vraiment une plante très puissante en matière de racines. Donc en la broyant, on la calme pour qu'au printemps, l'arbre quand il commence à faire ses racines, ben voilà, il ne soit pas trop concurrencé. Une autre chose, ben, c'est simplement, voilà, toute cette matière-là, ben, c'est de la nourriture pour tous les vers de terre et toute la faune du sol, et donc ça va venir nourrir l'arbre. Et voilà, comme d'habitude en permaculture, on fait une chose pour plusieurs raisons. Un choix technique est motivé par plusieurs objectifs. En conclusion, notre petit secret quand on plante des arbres fruitiers pour avoir des bons taux de reprise, c'est d'ajouter du biochar enrichi. Alors, on en est convaincu parce qu'à l'usage, ça fonctionne très bien. Nous, on adore le biochar et on est aussi producteur de biochar. Et d'ailleurs, si vous voulez en commander, il y a un lien dans la description. Mais en tout cas, le plus important, plantez des arbres fruitiers, plantez des vergers, faites de la permaculture. Prenez soin de vous. Merci, à la prochaine. Elle est dure. Elle est délicieuse. Vraiment de la balle. Top.